Alors là, on a fait cette simulation et sur ces 2 années 2005-2006, je ne vais pas vous cacher qu'il y a quelques paramètres qu'on a calibrés. Alors, il n'y en a pas beaucoup finalement. Ce qu'on calibre, c'est essentiellement les taux de minéralisation de la matière organique. Parce qu'en fait, oui, le modèle, c'est une équation. On a un taux de minéralisation, alors que ce taux de minéralisation-là, normalement, il dépend de la boucle microbienne. Il y a beaucoup d'autres échelons qui font que nous, on n'a qu'une seule équation de minéralisation du carbone, par exemple. Et ce paramètre-là, en fonction des milieux, il faut quand même le calibrer. Mais c'est un des... on a 2 ou 3 paramètres de calibration. Par contre, maintenant, on se dit très bien, ça a marché, on a quand même touché des boutons. Maintenant, on ne va plus toucher de boutons. Et puis, on va prendre 11 années réelles, 1998-2008, et on va les simuler. Donc, énorme boulot de récolte de données. Je pense que certains d'entre vous ont été harcelés par nous pour récupérer les apports, toutes les données d'azote, de phosphore, les stations d'épuration, etc. Je remercie le JPREP de nous avoir aidés à récupérer l'ensemble de ces informations. Je remercie tous les gens qui ont pu nous fournir toutes ces données-là. Et donc, on va simuler 11 années, et puis on va voir ce que dit le modèle, sans plus rien toucher, évidemment. On va essayer de vérifier que le modèle est robuste. Cette simulation va permettre de capitaliser l'ensemble des données qu'on a récoltées au sein d'un même outil. Donc, c'est aussi un outil de capitalisation, et c'est vachement important. On va espérer comprendre les processus dominants qui gèrent l'eutrophisation sur cette période-là. Et puis, ça va nous permettre de définir le domaine de validité du modèle, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire ou encore faire. Et puis pour ça, pour voir si ça marche bien, on se base sur le suivi mensuel du JPREP, on se base sur les mesures en continu que l'on a depuis mars 2008. Un petit zoom sur ces mesures en continu, parce que pour le modélisateur, ça devient un casse-tête, puisque pour le coup, sur les 3 stations centrales, on a de la mesure en continu de chlorophylle, d'oxygène, fond surface. On a aussi des mesures de nitrate. Et donc là, on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. On va bien voir en continu, on va bien voir ce qu'il raconte par rapport à ça. C'est plus facile de faire passer un modèle par 2 points que par une fonction, une ligne, quoi. Alors tout d'abord, l'outil de capitalisation. Ce qui est intéressant, c'est que d'un coup, 5 minutes. Et ben, en fait, voilà, ça c'est les apports à la lagune en eau et en matière en suspension sur les 11 années. Ça permet de voir une diminution nette depuis 2005, année sèche et nouveau quota, évidemment, c'est l'idée. Après, si on regarde les apports en nitrate, ammonium et PO4, ce qu'on se rend compte là, comme ça d'un coup, si on regarde notamment les phosphates, mais aussi l'ammonium et les nitrates, que depuis les années 2000, on a une réduction d'un facteur 2 par rapport à avant. Et donc, on a clairement, les mises aux normes des stations d'épuration, etc., ont clairement amené une réduction des apports à la lagune en ces éléments nutritifs. Alors maintenant, on fait la simulation, on lance les 11 années et on regarde ce que ça donne. Et ici, je vous présente, par exemple, alors c'est quoi? Nitrate, ammonium, phosphate. Nitrate en haut, ammonium au milieu, phosphate. Les simulations, c'est les traits continus. Et puis les points, c'est les mesures du suivi du JPREP. Alors ce qu'on constate sur ces 11 années, d'abord par rapport au modèle, c'est qu'il a une bonne représentation de la variabilité saisonnière et interannuelle des nitrates. On voit clairement qu'il surestime les teneurs en ammonium au fond. C'est la courbe au milieu, là, orange. En surface, il est à peu près correct. Cette surestimation, elle est liée essentiellement aux problèmes sédimentaires dont je vous parlais tout à l'heure, de cette couche-là unique que l'on a. Et puis, on voit qu'il a une bonne représentation des teneurs en PO4. Alors, c'est quoi la conséquence sur la chlorophylle dans la lagune? Ici, je vous présente une vue nord-sud, H04, donc nord, les 3 stations centrales, là, nord, milieu, sud. Et là, c'est l'évolution de la chlorophylle. Donc simulé, c'est pareil, c'est les traits continus. Et puis mesuré, ce sont les petits points. Et en fait, ce qu'on se rend compte, ce qu'on voit, enfin là, il n'y avait pas besoin du modèle, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le modèle y répond favorablement aussi, comme le milieu. C'est que depuis les années 2002, la diminution, la réduction des apports en azote et phosphore a clairement diminué le niveau de base des teneurs en chlorophylla à la lagune. C'est vraiment assez flagrant, à la fois en termes sur le modèle et sur
les mesures. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce modèle, il nous permet de sortir ici les biomasses en fait, que l'on a d'algues en fonction de l'année. Et ces biomasses, ces espèces, elles sont définies en trois types. Pour chaque espèce, on a un type qui aura plus de facilité à se développer si le milieu est limité en P, un type qui sera plus facilement, qui se développera plus si le milieu est limité en N, et un type qui se développera plus si le milieu est limité en énergie. Et en fait, ce qu'on se rend compte là, c'est que, faites-moi confiance, mais les jaunes, orange et bleus, ce sont les algues qui ont le plus de facilité à se développer dans des milieux limités en P. Et en fait, on voit que le modèle, en tout cas, indique que depuis les années 2002 aussi, le phyto qui pousse est essentiellement limité par le phosphore. Alors maintenant, là, c'était les choses qu'on voulait aussi observer. Donc, c'est la mesure en continu, les résultats de l'oxygène au fond en station SA3, entre la mesure en continu, les traits pointillés et la simulation. Et là, c'est un exemple sur l'été et l'automne 2008. Bon, voilà, donc ça marche pas trop mal quand même. Mais ça, c'est régi essentiellement par l'hydrodynamique. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. C'est qu'en fait, ce modèle, et puis de ce qu'il arrive à dire, on comprend certaines choses. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que les hypoxies, les anoxies au fond de la lagune, elles sont générées par la conjonction de la stratification haline, de la dégradation rapide du carbone détritique dans le sédiment, mais aussi du carbone détritique qui est posé sur la halocline, et ça, on l'a vu dans les présentations d'Emma hier. Et ces hypoxies entraînent un relargage, en fait, une diffusion plus forte du phosphate qui reste au fond par temps calme. Quand la lagune est calme, stratifiée, le fond c'est anoxique, le phosphate se diffuse et reste au fond. Alors aujourd'hui, le modèle, lui, ce qu'il dit, c'est que pour l'instant, nous, on sait qu'il surestime la demande benthique. Ça, c'est parce qu'en fait, on ne modélise pas très bien encore la stratification. Et puis, il ne simule pas la consommation d'oxygène sur la halocline, aussi parce qu'on ne modélise pas très bien la stratification avec le modèle simplifié. Et alors ensuite, l'action du Mistral, il a un double effet. En fait, le Mistral, il va mélanger les masses d'eau et donc il va augmenter les teneurs en oxygène au fond. Et en fait, c'est ce qu'on voit clairement ici. J'ai reproduit sur l'année 2008. En haut, vous avez le vent. Et puis en bas, vous avez ces courbes d'anoxie en station sud. Et en fait, tous les rectangles là, c'est les épisodes de Mistral. Et à chaque épisode de Mistral, on voit bien que l'oxygène, elle remonte. Donc ça, c'est un effet bénéfique du Mistral, qui fait, en fait, par l'upwelling, qui fait que les masses d'eau, au fond, elles remontent vers le nord, et donc elles retrouvent une oxygénation des masses d'eau de la lagune. Par contre, et là, je vais faire un petit zoom sur le rectangle vert. Par contre, c'est un autre effet, c'est que derrière, cette masse d'eau du fond qui remonte vers le nord, elle relargue du phosphate en surface. Et là, pour le coup, si en même temps on a un apport d'azote au nord, on a tous les éléments qui vont générer le bloom, c'est-à-dire on a de la lumière, on est en surface, on a du phosphate qui est remonté par le fond, alors que l'étang était plutôt limité en phosphate avant cet événement. On a un apport en azote aussi au nord, et là, bloom phytoplanctonique. C'est ce qu'on observe ici. En noir, vous avez les turbinages. C'est sur une période juin, c'est le zoom là que j'ai fait là, tout à l'heure. En fait, vous avez une conjonction donc, de turbinages. En bleu, c'est le vent qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est les 3 coups de Mistral. Et puis, un bloom phytoplanctonique situé au point nord. Non, je ne voulais pas aller là. Hop. Et on le voit bien, si je peux récupérer la petite le truc là. Je vais juste vous le montrer parce que oui. S'il veut bien. Et en fait, ça, le modèle le voit pas trop mal parce que sa dynamique, finalement, son hydrodynamique, elle est plutôt bonne, quoi. Donc ici, est-ce que je vais réussir à faire une pause? Ouais, voilà. Ici, vous avez donc c'est le modèle, ça c'est les sorties du modèle.
En haut, vous avez les nitrates, le PO4. On a coupé les Tandber en deux, là, pour avoir une coupe verticale. L'oxygène et puis la chlorophylle. Et en fait, c'est ce qu'on voit. Donc, en fait, regardez d'abord l'oxygène. On va avoir une anoxie, et puis le PO4 aussi au fond, là, hop, voilà. Anoxie, PO4 qui se développe. Regardez en haut, il y a un apport de nitrate. Et puis ensuite, il s'est arrêté. Ensuite, on va avoir un coup de vent. La chlorophylle, bon, ben, pour l'instant, elle est un peu stable. Voilà. Et puis, on va avoir un coup de vent. Le PO4 qui remonte au nord. Pouf, tous les éléments nécessaires, le bloom. Bon, c'est un truc, bah, ça me paraît assez logique, en fait. Voilà. Et alors, pour finir, ok, ça nous permet aussi de faire des bilans entrée-sortie, en fait, du modèle, de ce que donne le modèle. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que, en règle générale, sur les 11 années qu'on a simulées, le modèle, il stocke azote et phosphore. C'est comme ça, lui, il donne un stock. Par contre, on a une année, 1999, où on observe, par le modèle, un déstockage du phosphore. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une année qui n'est pas forcément une année où on n'a pas beaucoup turbiné. Je pense que c'est plutôt une année où il y a eu beaucoup de vent, puisqu'en fait, les apports sont assez importants. Par contre, on a énormément d'échanges à Caronte en 99, qui fait que finalement, on arrive à un déstockage. Voilà. Pour conclure, le modèle et puis les mesures montrent que les temps semblent de plus en plus limités en P par la réduction en fait, des apports en P depuis 2002. Le modèle montre que les processus d'eutrophisation sont gouvernés. Alors, le niveau de base en fait, des teneurs en chlorophylle A, ça semble être la régénération dans la colonne d'eau, ça fait le niveau de base. Et puis les blooms, peut-être liés, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, à des pulses, anoxie, diffusion du P, coup de Mistral, remontée du P, et puis 6 apports, on fait un bloom. Pour finir, c'est un outil qui est en cours de développement. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas encore. Pour l'instant, on pense que l'outil est représentatif des conditions actuelles d'apport, parce qu'en fait, notre simplification du sédiment, ça ne joue pas trop, parce qu'aujourd'hui, en fonction des apports qu'on a aujourd'hui, le sédiment qu'on modélise, il est constamment renouvelé par le détritique frais sédimenté, et c'est lui qui joue en premier. Donc pour l'instant, on n'a pas trop de soucis. Mais par contre, on ne tient pas encore compte du stock en NEP. Donc pour l'instant, le modèle, il n'est pas adapté à la simulation de scénarios qui amènerait à des changements radicaux dans les apports. Parce que si on fait donc ces scénarios que j'ai mis en bas, arrêt des turbinages, poursuite de la diminution des apports, mytiliculture, conchiliculture, par exemple, on va complètement modifier les apports du milieu. Et là, on va avoir besoin du stock sédimentaire pour voir jusqu'où ça va nourrir l'eutrophisation du milieu. Donc c'est ce qu'on fait. On est en train de développer un module sédimentaire un peu plus complexe qui va prendre en compte ce stock. On va le caler à partir des chambres benthiques qu'on a mesurées. On est preneur d'une coordination d'un ensemble de mesures sur une année ou plus pour pouvoir apporter vraiment des éléments pertinents, parce qu'on pense que c'est un outil qui nous permettra, dans l'avenir, d'évaluer des tendances sur un arrêt des turbinages, voilà, le fait de remettre de la mytiliculture, de la conchiliculture, etc. Voilà, merci.